Les sociétés secrètes à l'origine sont des assemblées qui siègent à la chefferie autour du roi pour essayer de résoudre de façon spécifique certains problèmes de la société. Il faut dire que la création des sociétés secrètes tient compte de chaque dynastie. Donc il se trouve que chaque roi, lors de son passage dans la chefferie, doit créer sa société secrète. Donc en quelque sorte, le nombre des sociétés secrètes qui siègent à la chefferie reflète un peu la dynastie du royaume. Ne peut faire partie de sociétés secrètes que ceux qui ont un titre de notabilité. Ça veut dire que votre question en fait veut dire qui peut être notable. Je pense qu'un notable, c'est celui-là que le roi choisit en fonction de ses compétences, en fonction de son expérience, en fonction de son expertise dans un domaine donné. Donc, un notable aussi, dans le passé, c'était des grands guerriers qui étaient récompensés par des titres de notabilité et qui, de fait, siégeaient dans les sociétés secrètes. Nous avons aussi certaines personnes qui siègent dans les sociétés secrètes compte tenu de leur expérience, de leur force spirituelle, leur force coutumière, et qui siègent dans les sociétés secrètes pour apporter leur expertise dans le domaine. Le rôle des sociétés secrètes, c'est d'être autour du roi. C'est des assemblées qui, chaque fois, débattent de façon spécifique de certaines questions. C'est pour ça qu'on a différents types de sociétés secrètes. Il y en a, par exemple, qui sont là pour voter les lois. Dans l'administration moderne, on appellerait ça l'Assemblée nationale, un parlement. Il y a des sociétés secrètes qui sont là aussi pour préserver le village, préserver la communauté en cas de calamité. Il y en a qui sont là, qui ont un rôle de purification dans le village, qui ont un rôle spirituel, qui régule la vie spirituelle du village. Et puis, il y a plusieurs autres sociétés secrètes qui, autour du roi, discutent, donnent les points de vue sur toutes les questions de la vie de la société. Donc, c'est en quelque sorte différentes assemblées qui apportent leur vision, qui apportent leur conseil, qui apportent leurs suggestions pour la bonne conduite des affaires du royaume. Donc, je dois dire qu'il faut faire la part des choses entre les sociétés secrètes. C'est vrai qu'on les appelle toutes des sociétés secrètes, mais il y en a qui sont vraiment secrètes puisque les membres se masquent, mais il y a d'autres qui ne se masquent pas. Je crois que vous avez déjà eu l'occasion de voir défiler des sociétés dites secrètes, mais dont les membres ne se masquent pas. Donc le secret, c'est juste, je dirais, dans certaines sociétés, il y a l'aspect mystique, il y a l'aspect magico-religieux de nos traditions. Et c'est au sein de ces sociétés-là qu'on discute et qu'on trouve des solutions sur ce volet de l'aspect magico-religieux. Mais c'est ce qu'il y a de secret là-dedans. Et puis, généralement, les sociétés secrètes qui se masquent, on ne connaît pas qui sont les membres. C'est pour ça qu'on parle de sociétés secrètes aussi, parce que vous pouvez être avec un ami qui est membre de cette société secrète, vous passez toute votre vie ensemble, mais vous ne savez pas qu'il est membre de cette société. Parce qu'on tient compte, c'est important pour nous dans la tradition, ce mythe-là, c'est important, ce cloisonnement ne peut faire partie d'une société secrète, ne peut connaître les membres d'une société secrète que ceux qui sont exactement dans cette société secrète. D'où le volet secret qui est en même temps un volet mystique, puisqu'il y a cet aspect-là dans les sociétés secrètes, dans certaines sociétés secrètes, il faut le dire clairement. Et puis, voilà ce qu'il y a de secret. Et il faut dire que ces sociétés secrètes concourent à la vie de la société, à la vie du village. Donc les décisions qu'elles prennent, quand les décisions doivent être rendues publiques, elles sont rendues publiques. Mais c'est tout ce qui se passe à l'intérieur, toute la cogitation, toutes les préparations qui se passent à l'intérieur qui sont dites secrètes. Mais il faut dire qu'à l'issue de leurs travaux,
les décisions sont rendues publiques. Qu'est-ce qu'ils ont à cacher sérieusement? Est-ce que on peut les comparer à des sociétés anciennes des temps modernes qui ont été le Ku Klux Klan ou les bourreaux en Europe? C'est pas parce qu'ils sont cagoulés comme les bourreaux ou les sociétés comme le Ku Klux Klan qu'il faut faire un rapprochement. C'était des sociétés qui avaient une revendication précise à faire, qui luttaient contre d'autres personnes. Mais je ferais plutôt le rapprochement avec les groupes, je dirais, spirituels dits modernes aujourd'hui, qu'on appelle les sectes. On ne connaît pas les membres sont un peu cachés. Je ferais plutôt ce genre de rapprochement. Et non un rapprochement avec les bourreaux. Comme je disais tantôt, c'est des sociétés qui sont là pour réfléchir de la vie de la communauté. Je ferai aussi un rapprochement avec ceux-là qui doivent prendre des décisions parfois très lourdes pour la communauté et qui normalement ne doivent pas être reconnus. Vous avez je prends l'exemple aujourd'hui dans l'armée où vous avez je dirais des groupes spécialisés qui opèrent face cachée parce que parfois ils posent des actes qui peuvent qui sauvent les vies et qui préservent la paix, mais ils peuvent être, je sais pas, attaqués pour sauvegarder leur identité, pour les actes qu'ils posent, ils doivent être cagoulés. Donc c'est plutôt ce genre de rapprochement. C'est des gens qui prenaient des décisions très fortes pour le village et qui continuent de prendre des décisions très fortes pour le village et dont la sécurité et l'identité doivent parfois être sauvegardées. Je dois dire que c'est des mots assez péjoratifs que de parler de magie ou de sorcellerie. Mais il y a un aspect spirituel, moi j'appelle ça essentiellement de la spiritualité. Il y a un aspect spirituel dans certaines sociétés secrètes. Il faut dire que, comme j'ai dit, chaque société secrète a un rôle bien précis. Dans certaines sociétés secrètes qui ont un rôle de régulation spirituelle du village, il faut dire que nous avons une religion traditionnelle. Et autour de cette religion traditionnelle, nous croyons à beaucoup de forces, que je dirais des forces naturelles. Donc il se trouve par exemple, je prends un exemple très simple, qu'au cours d'une année, il y a beaucoup de chasseurs dans le village, les pluies ne viennent pas. Cette société secrète, il y a une société secrète qui est chargée de faire des rites magico-religieux pour que les dieux ramènent la pluie et pour qu'on ait des récoltes. Ça, c'est un tout petit exemple. Et c'est ainsi pour pas mal d'aspects de la vie de notre communauté. Donc, je ne dirais pas que c'est des sorciers, mais c'est des prêtres qui ont des pratiques spirituelles. Vous savez, chez nous, l'homme est un tout. L'homme est en même temps un être humain, physique et spirituel dans notre société traditionnelle. C'est pour ça que vous parlerez de magie, mais moi je ne parle pas de magie, je parle de spiritualité. Il se dit beaucoup que tous ces notables ont des totems, c'est-à-dire cette puissance de pouvoir se déguiser en animal pour aller poser des actes. Est-ce que vous confirmez? Bon, déjà, il ne faut pas dire tous ces notables. Je disais tantôt qu'il faut faire la part des choses entre les sociétés secrètes. Toutes ne sont pas des sociétés magico-religieuses comme on disait tantôt. Et de même, dans les notables, il y a plusieurs types de notables. Oui, effectivement, je vous le confirme que dans notre coutume, il y a certains hommes dotés de dons, de pouvoirs qui ont cette possibilité-là de se transcender, de se transporter vers un autre type d'être vivant, ça peut être un animal. Oui, il y a ces genres de personnes qui se transforment en ces animaux-là pour justement jouer un rôle dans la régulation, jouer un rôle dans la sécurité, dans la préservation de la paix et de la sécurité dans le village. Donc, je vous confirme que oui, effectivement, dans notre société, dans notre coutume, dans nos traditions, dans nos croyances spirituelles, il y a cette notion de totem.
Ben, il faut dire que dans presque toutes les sociétés secrètes, tu as des femmes qui sont membres. Généralement, c'est des reines, c'est des femmes qui ont un rôle important dans la société. Il faut dire que chaque roi qui crée sa société secrète, comme je disais tantôt, chaque roi, au cours de son règne, crée une société secrète. Et dans cette société secrète, sa mère y est d'office membre. Et puis le roi peut intégrer d'autres reines dans la société secrète. Et comme on dit chez nous, la femme est celle qui apporte souvent la paix, qui apporte souvent la sérénité. Et elles ont un rôle justement de régulation dans les sociétés secrètes. Là où les voix s'élèvent, c'est elles qui apportent de la tendresse. C'est elles qui apportent toujours cette subtilité féminine lorsqu'il faut prendre des décisions. Donc la femme a entièrement sa place dans ces sociétés secrètes et elle y joue un rôle prépondérant. Je crois que notre rôle est de construire un développement qui nous permette de concilier ces aspects coutumiers et puis le modernisme. Donc c'est un peu le rôle et puis le défi des rois actuels qui devraient pouvoir allier et trouver un juste équilibre entre ce modernisme dont vous parlez galopant et puis la préservation de nos valeurs séculaires, de nos valeurs ancestrales. Donc, je dirais, nous sommes en train, dans presque tous les villages, en train de délimiter des zones. De toute façon, la chefferie a toujours une forêt sacrée où on n'a pas accès n'importe comment. Et autour de la chefferie, il y a des espaces, dits espaces spirituels qui sont préservés. Et il faut dire que la notion d'appartenance à la communauté ne s'estompe pas avec la modernité. Vous savez qu'il y a des membres des sociétés secrètes qui vivent au Canada comme vous, qui sont aux États-Unis, qui sont en France, et lorsqu'ils reviennent au terroir, rentrent dans leur confrérie et siègent avec tous les autres frères. Donc, c'est peut-être les distances qui sont plus longues aujourd'hui, mais je ne pense pas que cela va faire mourir notre tradition parce que nous y sommes très attachés. Et quel que soit l'éloignement de nos fils et filles, il y a ce lien-là au terroir, ce lien-là à la coutume qui est préservé. Et comme je disais tantôt, notre rôle en tant que roi, c'est de pouvoir concilier, c'est de pouvoir trouver cet équilibre pour construire une société dite moderne, développée, mais qui a gardé ses racines, qui a su garder son essence profonde.